Bon, bah, écoutez, je vous propose qu'on commence. Bah, tout d'abord, merci à tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui nous rejoignent pour l'intérêt que vous portez à cette réunion qui se veut être une réunion très concrète, hein, sur une proposition d'action pour 2022. On est en décembre 2021, donc voilà, voilà cette réunion a suscité de l'intérêt et on a voilà, une petite quarantaine d'inscrits qui vont arriver progressivement, je pense, et qui sont à la fois des offices de tourisme, des ADT, CDT et des collectivités, des représentants de collectivités, de sites de baignade qui couvrent à peu près 9 des 13 départements de la région. Donc voilà, ça nous a un peu conforté dans l'idée, en tout cas, que cette réunion avait vraiment son intérêt. J'accueille aussi Iris Interactive qui va nous présenter un dispositif qui a été mis au point par cette agence depuis 2 ans et qui se développe actuellement et qui pourrait être utilisé à bon escient en Occitanie. En tout cas, c'est à vous de nous le dire. Globalement, alors c'est à moi de passer les… Voilà. On est donc aujourd'hui sur la thématique du tourisme balnéaire en Occitanie, ce tourisme balnéaire qui est toujours la première composante, ou en tout cas une composante de premier rang de l'offre touristique régionale. Donc c'est un enjeu fort et qui concerne un nombre très important de sites en Occitanie. Ces sites peuvent être à la fois des sites du littoral méditerranéen, mais aussi des sites intérieurs. Et au total, on a effectivement sur l'ensemble de nos 13 départements 260 communes qui proposent plus de 440 lieux de baignade. Donc c'est quand même quelque chose qui impacte beaucoup. Rien que sur la partie littorale, eh bien, on a plus d'8 millions de visiteurs chaque année qui viennent se baigner ou pratiquer en tout cas ce bord de mer. Et effectivement, la région a une zone de littoral méditerranéen qui est la plus importante, hein, avec ses 220 km. Mais on pense bien sûr à l'ensemble de l'équilibre territorial quand on approche, je dirais, des actions de valorisation du tourisme de baignade. Globalement, sur l'ensemble de cette offre régionale, il faut noter quand même que nous avons des destinations engagées en grand nombre, puisque 109 plages sont labellisées pavillon bleu en 2021. Pour mémoire, la région Occitanie est la première région en France en nombre de plages labellisées pavillon bleu et un nombre de sites de façon générale. Là, ce sont 41 communes qui sont donc concernées et qui sont concernées par des initiatives volontaires, volontaristes, à la fois sur l'environnement, la gestion des déchets, la préservation de la ressource, en particulier de la ressource maritime, mais aussi sur la sécurisation, sur l'accessibilité. Pour vous dire donc effectivement l'enjeu que représente ce tourisme balnéaire et sa qualité, puisqu'aujourd'hui c'est une chose assez forte dans l'approche de nos visiteurs et de nos habitants aussi d'ailleurs. Ce tourisme balnéaire, c'est une thématique qui ne va pas sans certaines problématiques et qui appelle aussi des exigences bien spécifiques. D'une part, on le sait très bien, on a des contraintes qui sont liées au tourisme de masse avec les questions de l'affluence momentanée en haute saison des zones de baignade, les questions de pollution, d'impact sur la qualité de l'eau, sur la biodiversité marine aussi, ou la biodiversité des plages d'ailleurs. On a des questions aussi de problématiques d'information utile. Les visiteurs sont beaucoup plus attentistes aujourd'hui à pouvoir, avant d'arriver sur site, savoir dans quel contexte ils vont arriver et confirmer ainsi, je dirais, leur programme de vacances ou leur programme de loisirs et d'excursions. Donc, les questions de la météo, les questions de température et de qualité de l'eau, les questions de couleur du drapeau sont des choses importantes et pouvoir les connaître à distance et à l'avance, entre guillemets, peut être assez crucial pour le choix de la destination. On a des visiteurs qui sont également en attente de garantie en termes de sécurité, et ça, vous le vivez tous les jours, je dirais en tout cas tous les jours de la belle saison là-dessus. Et notre région, comme d'autres régions, hein, ne faisons pas de focus là-dessus, mais quand même, est sujette à certains événements climatiques. Et pouvoir en avertir les personnes, donner une information, c'est quelque chose qui aujourd'hui paraît être la première des exigences en fait vis-à-vis des clientèles.
Et puis enfin, la volonté d'avoir accès à des services d'accueil, des services fonctionnels, des services de parking, des services commerciaux. Voilà. Tout ça, ce sont des choses importantes et ce sont des choses importantes qui ne se sont pas démenties depuis 2 ans. On peut le dire quand même parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de focus par rapport à cette crise de la Covid qui a fait une année en 2020 un peu particulière en termes de pratiques touristiques, et puis cette après-crise. On peut dire qu'en termes d'après-crise en Occitanie, comme vous le savez, les derniers chiffres qui nous ont été donnés sur les études de fréquentation ont montré que 2021, c'est une année où nous n'avons pas tout à fait globalement rattrapé le niveau d'activité 2019, mais on est à moins 10% sur l'année, ce qui est quand même assez remarquable. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu un rebond dans l'activité, mais pas un rebond avec une activité identique et des marchés identiques à ceux de 2019. On le sait très bien. On a un transfert très important des clientèles internationales sur une part très développée de clientèle de proximité, clientèle nationale. Donc ça, il faut qu'on en tienne compte. Ça change beaucoup de choses, cette proximité, notamment sur la pratique des sites et sur les attentes de nos visiteurs. Mais ça montre aussi que les contraintes d'affluence, on les a toujours. Et elles vont continuer à être de plus en plus sensibles, que les besoins d'information, peut-être qu'on peut les envisager finalement vis-à-vis d'une clientèle plus francophone, que effectivement ces exigences d'accueil et de service sont à concevoir pour une clientèle dont le centre de gravité s'est reporté plus proche de nous. Voilà, donc globalement, ce que je vous propose pendant, il ne veut pas bouger, voilà, pendant un petit temps, c'est d'assister à cette présentation par Iris Interactive du dispositif maplage.info, car autant pour les plages du littoral que pour les plages intérieures surveillées, je le répète bien, c'est vraiment, ça va concerner les plages, les baignades surveillées, on pense que cela peut répondre à un certain nombre d'enjeux qui sont communs à tous. Donc voilà, je vais passer la parole à Ludivine d'Iris Interactive. Mais moi, je reste Merci. avec vous et on échangera après et notamment sur vos questions. Merci. Alors, juste avant, désolée Ludivine de te laisser la parole, je voulais ajouter une petite précision par rapport à ceux qui étaient présents à l'atelier Pavillon Bleu. Il y avait donc une vingtaine de personnes qui n'étaient pas présentes à l'atelier, donc la présentation de la part de Ludivine sera celle de l'atelier, mais par contre ensuite, voilà, on vous présentera les scénarios de façon plus détaillée et surtout pour prendre des décisions suite à ces scénarios. Donc voilà, pour une petite précision pour ceux qui étaient à l'atelier. Est-ce que mon écran est partagé? Vous voyez tous? C'est bon? Impeccable, merci. Bonjour à tous et merci effectivement au CRTL de permettre ce temps d'échange avec vous tous. L'idée effectivement aujourd'hui est de vous présenter le dispositif maplage.info ou comment collecter et diffuser de la donnée liée aux plages. Donc, je vais passer très rapidement. Je suis consultante pour l'agence Iris Interactive. Notre métier premier, c'est agence conseil en communication digitale. On accompagne beaucoup de destinations touristiques dans la refonte et la création de leurs dispositifs digitaux. Et c'est vrai que ces derniers temps, je pense que vous pouvez le voir sur la carte, on a accompagné beaucoup de destinations littorales qui nous ont amenés à réfléchir en tout cas sur ces problèmes de données ou d'absence de données liées aux plages. Effectivement, on s'est rendu compte que des destinations de montagne étaient bien plus en avance sur toute la donnée ouverte liée à l'enneigement, à la pratique des activités liées à la neige, et qu'à côté de ça, effectivement, alors il existait des initiatives locales liées à la donnée plage, mais pas en données ouvertes. Et qu'aujourd'hui, on avait une très grande demande de la part, alors certes des visiteurs, mais aussi des locaux, pour connaître les conditions de baignade avec des données très pragmatiques de température de l'eau, effectivement de notions d'affluence. Et il y avait vraiment cette demande et qu'aujourd'hui, on n'avait pas de solution, en tout cas peu, pour pouvoir y répondre. C'était un petit peu la genèse de notre réflexion.
Donc, notre ambition à travers maplage.info, c'est d'être véritablement éditeur d'un service à forte valeur ajoutée autour de la donnée plage. Et l'idée, c'est de vraiment créer un dispositif qui soit au service de plusieurs personnes, c'est-à-dire à la fois à la collectivité, puisqu'on va permettre on va dire de faciliter le travail des gestionnaires de plage et de le digitaliser aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font encore via des cahiers ou au mieux des tableaux Excel. C'est vraiment de créer un écosystème digital qui soit au service des collectivités, des usagers, des visiteurs en situation de séjour, et permettre surtout de diffuser très largement la donnée plage. Pourquoi je dis très largement? C'est parce que, comme je vous le disais, il existe aujourd'hui des initiatives au travers d'applications qui ont pu être créées à l'échelle d'une commune ou d'une communauté de communes, mais la donnée qui est collectée aujourd'hui reste dans ces applications et n'est pas ouverte. Nous, on avait vraiment une volonté, et je vais vous le montrer dans le dispositif, que cette donnée collectée puisse être au service de tous. Alors, je vais vous présenter, peut-être qu'avant, je vais juste vous présenter, on a une petite vidéo de présentation du dispositif pour vous faire comprendre très facilement en quoi cela consiste. Je m'excuse par avance s'il y avait des petits problèmes de son, on a fait des tests, c'était pas optimum, je m'en excuse, mais en tout cas, vous avez tous les éléments pour suivre la petite vidéo qui est très courte et les explications. Voilà pour ce qui est de la courte présentation. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu qu'est-ce que le dispositif aujourd'hui, maplage.info, et quel sera-t-il pour la saison 2022. Aujourd'hui, on a tout un dispositif qui tourne prioritairement. La première brique fonctionnelle, finalement, qu'on a pu développer, je ne sais pas si vous voyez ma souris, c'est véritablement une application mobile métier. Alors, c'est quoi une application mobile métier? C'est une application mobile qui est dédiée aux maîtres nageurs sauveteurs. Le dispositif maplage.info, pour l'instant, concerne principalement des espaces de baignade surveillés. Et ce sont les maîtres nageurs sauveteurs qui vont venir qualifier les 4 données primaires, la température de l'eau, la couleur du drapeau, la notion d'affluence, Sophie en a parlé en préambule de cette réunion, et puis de pouvoir rédiger et lancer des messages d'alerte s'il y avait un changement immédiat dans les conditions de baignade sur la plage. Donc, notre maître nageur sauveteur a donc un identifiant, un mot de passe, se connecte à son application mobile qui est disponible sur les stores et vient qualifier idéalement 2 fois par jour son application mobile métier. Une fois qu'il a rempli ces données, qu'il a validées, on l'a vu dans la petite vidéo, et bien très clairement, la donnée vient alimenter un tableau de bord qui est dédié aux collectivités
C'est un tableau de bord, je parlais tout à l'heure de digitaliser l'activité des gestionnaires de plage. C'est un tableau de bord où la collectivité va pouvoir venir paramétrer un certain nombre d'informations sur les plages, sur ses périodes de surveillance, sur les postes de secours, et va pouvoir avoir accès à des statistiques liées à l'activité de la plage. Donc, toute la donnée qui est collectée par les maîtres nageurs sauveteurs est ensuite diffusée. Et c'est là tout l'intérêt du dispositif, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle de l'open data, c'est-à-dire de la donnée ouverte. La donnée qui est saisie ici va pouvoir être diffusée. Et diffusée comment et vers qui? Alors, prioritairement, je vais passer par l'écran du centre, eh bien, par tous ceux qui vont vouloir disposer de la donnée plage. Très clairement, on l'a vu dans la petite vidéo, la mairie, l'office de tourisme ou d'une manière générale les différents échelons de la destination touristique, des acteurs privés, prestataires touristiques, sociétés de transport et autres, on peut imaginer plein de choses, vont pouvoir utiliser cette donnée sur leurs dispositifs digitaux existants. Nous, très clairement, certes, on est agence de communication digitale, mais je suis là pour vous parler d'un outil qui est maplage.info. L'idée, c'est que cette donnée, cet outil puisse être intégré sur des sites web existants, sur des applications mobiles existantes. Mais on peut aussi imaginer que certaines stations littorales disposent d'écrans digitaux sur lesquels bien souvent on vient informer le visiteur sur les animations de la journée ou sur différentes informations. Là, on pourrait tout à fait aussi avoir la donnée plage qui remonte. Donc, il faut vraiment imaginer, alors sans rentrer dans des aspects techniques, parce que dès qu'on parle API, widget, effectivement, ça fait appel un peu à la technique, mais l'idée, c'est véritablement une application mobile métier qualifiée par les maîtres nageurs sauveteurs qui vient ensuite alimenter vos dispositifs web. Si, hop là, je me permets juste de vous montrer sur un territoire avec lequel on a pu travailler sur la saison 2021, c'est une maquette parce qu'à l'heure actuelle, les données plage, il n'y en a pas en décembre. L'idée, c'est que sur un site web, on peut faire un select de la commune, de la destination, et puis ensuite pouvoir choisir sa plage. Et on voit bien qu'on a de la donnée météo de l'air, météo de l'eau, affluence et couleur du drapeau et l'éventuel message d'alerte qui existe. Voilà. La dernière brique du dispositif qui est en cours de déploiement et qui sera opérationnelle pour la saison 2022, c'est une progressive web app, je vais expliquer ce que c'est, mais qui est dédiée au grand public. C'est-à-dire c'est une solution un petit peu hybride entre une application mobile et un site Internet. L'objectif de ce format-là, c'est que l'internaute et même on va dire l'habitant peut venir à partir de son navigateur sur Google ou accéder à cet outil-là, peut même venir l'installer sur son écran d'accueil de son téléphone pour pouvoir accéder régulièrement à l'information. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouvera dans cet outil l'ensemble des plages, l'ensemble des communes qui aujourd'hui vont travailler avec l'outil maplage.info, ce qui fait que l'utilisateur final aura accès à l'intégralité de ces données plages. Dans ces données plages, on y joint, au-delà des 4 données primaires qui sont qualifiées et saisies par les maîtres nageurs sauveteurs, on vient rajouter un certain nombre d'informations liées à la météo de l'air, liées à la marée, liées à des webcams et à toute autre information qui viendrait également enrichir cela. Je vous parlerai effectivement des ajouts des informations qu'on prévoit pour 2022. Donc voilà, ça j'en ai parlé effectivement de la possibilité de la donnée plage. Aujourd'hui, juste pour effectivement brosser un petit peu un historique, on a une solution, la solution maplage.info est relativement récente. On a expérimenté sur 2 territoires qui sont situés sur le littoral atlantique la solution pour la saison 2021. Aujourd'hui, de façon très pragmatique, on est dans une phase d'apport de correctifs parce qu'on a effectivement eu les retours des destinations et on est en train de travailler effectivement sur les retours fonctionnels, voilà, et les développements en cours.
c'est qu'on travaille donc sur les correctifs et on a identifié dans notre feuille de route, parce que je le disais tout à l'heure, c'est un produit relativement récent, mais au vu des enjeux qu'a pu présenter Sophie en préambule et au vu de ce que nous, par expérience, en accompagnant des destinations littorales ou des destinations qui disposent de lieux de baignade, je veux dire, l'outil est exponentiel et on peut imaginer plein de choses. L'idée pour qu'il puisse pleinement se réaliser, se concrétiser, c'est d'y aller pas à pas et que ce soit le plus ergonomique et le plus fonctionnel possible. Donc, l'idée pour 2022, on a souhait en tout cas de venir interfacer les systèmes d'information touristique, puisqu'aujourd'hui, les territoires, les destinations font un gros travail de qualification autour de ces zones de baignade et des plages liées aux équipements, liées aux services, aux loisirs, aux prestataires qui sont sur place également. L'idée aussi, c'est de venir ajouter des informations liées à des données environnementales et notamment liées à la qualité de l'eau. Donc là, on est en train de travailler sur le sujet pour permettre aux destinations, aux collectivités de venir renseigner en fonction des relevés qui sont faits et en fonction de l'organisation de chaque territoire, la qualité de l'eau. Et puis, ce que je vous disais, on est en train effectivement de publier, elle n'est pas encore sortie, en tout cas, cette Progressive Web App maplage.info qui regroupera l'intégralité des données maplage.info. Voilà un petit peu le dispositif. Au niveau du modèle économique, je voulais juste brosser en termes de méthodologie. Aujourd'hui, une collectivité, une mairie, une destination qui serait intéressée pour effectivement disposer de ces données plage et donc d'utiliser le dispositif maplage.info, concrètement, c'est relativement rapide à mettre en place. Je pense qu'on détaillera cela dans un volet un petit peu calendrier avec Marion et Sophie tout à l'heure, mais c'est relativement rapide à mettre en place. L'idée, en tout cas, la réflexion qu'il faut avoir, c'est de se dire, ben voilà, il faut, à minima en termes de prérequis techniques, que la destination soit équipée soit de smartphones, soit d'ordinateurs portables avec une connexion Internet, permettant la qualification par les maîtres nageurs sauveteurs de la donnée. Ça, ce sont un petit peu les prérequis techniques. Après, nous, on est en charge de fournir des supports de formation, de venir donner un maximum d'informations aux maîtres nageurs sauveteurs. On sait très bien qu'un maître nageur sauveteur, avant de démarrer sa mission on va dire à l'ouverture de la saison de la surveillance des plages, il vient généralement peut-être sur une journée sur le territoire pour l'organisation avec les autres maîtres nageurs sauveteurs. L'idée là, c'est vraiment que chacun puisse s'approprier l'outil qui est relativement simple d'utilisation et que surtout ce dispositif, que chacun comprenne l'intérêt, pourquoi je dois collecter une donnée, alors que je le fais déjà en écrivant sur un tableau Velleda à l'entrée de la plage ou à l'entrée de la zone de baignade. Là, c'est de se dire, voilà, le travail que je vais faire de venir collecter, qualifier cette donnée va être utile pour la destination touristique, va être utile pour d'autres acteurs du territoire. Et en plus de ça, je participe on va dire, à l'amélioration de l'expérience du visiteur sur place en séjour et aussi de l'information aux locaux qui potentiellement sont amenés, on va dire, en dehors de juillet-août, sur juin notamment, sur les week-ends, à aller sur les plages. S'ils ont effectivement une information en temps réel, je pense qu'on leur simplifie aussi la vie et on participe un petit peu à cette gestion de flux. Voilà. Au niveau du modèle économique, on fonctionne véritablement sur deux types d'abonnements. On a dissocié en tout cas ce qu'on appelle les collecteurs de la donnée, c'est-à-dire les collectivités qui souhaitent s'équiper de maplage.info et donc d'équiper leur maître nageur sauveteur, leur poste de secours pour permettre la qualification de cette donnée. On a effectivement des frais d'installation qui s'appliquent, c'est ce que vous voyez sur l'écran. Et après, c'est un abonnement par an, par poste de secours, sur la base de 120 €. Je crois que j'ai fait effectivement un petit exemple d'une collectivité, d'une mairie qui disposerait de 10 postes de secours. Vous avez effectivement le total qui s'affiche à la fois pour l'année de démarrage, c'est-à-dire pour 2022, et ensuite à partir de 2023.
On est vraiment sur une notion d'abonnement. Tous ces éléments-là, j'imagine qu'on pourra vous les faire, enfin, je m'avance peut-être, mais Sophie, Marion, vous les faire passer, en tout cas faire passer la présentation pour que voilà, ces données-là puissent vous être communiquées. Et puis, bien sûr, je confirme. ça marche. Et puis, on a notre partie diffuseur, c'est-à-dire je suis office de tourisme, je suis socio-professionnel, je suis société de transport. Voilà. Je souhaite que la donnée collectée par les maîtres nageurs sauveteurs de mon territoire puisse être intégrée sur mon site web, sur mon application, etc. Eh bien, je suis diffuseur de la donnée, auquel cas là, on a un abonnement, mais qui est calculé sur la base d'un nombre de requêtes. Un nombre de requêtes, c'est combien de fois l'utilisateur final sur Internet va cliquer pour accéder au contenu et combien de fois l'appel à la requête va se faire. On est sur la base d'un abonnement mensuel, mais qui s'applique toute l'année et qui peut être, on va dire, upgradé parce qu'on sait très bien qu'on va avoir une augmentation ou un pic d'affluence, en tout cas, sur la période des surveillances de plage. Voilà, ça c'était pour la présentation effectivement du dispositif. Je vais peut-être laisser la main à Sophie ou à Marion si vous souhaitez poursuivre, on va dire, la présentation. Voilà, effectivement, je vais prendre la main moi, et présenter les différents scénarios possibles. Et ensuite, voilà, on pourrait échanger. Vous pourrez vous poser vos questions soit par écrit ou par oral. Voilà, on a décidé cette fois-ci de laisser un peu les caméras et les micros ouverts pour changer. Donc, est-ce que vous voyez bien mon diaporama? Attendez. Est-ce que c'est bon? Vous voyez? Oui, c'est tout bon, on voit bien. Très bien, merci, parce que je ne vois plus les visages des gens. Donc, donc voilà, du coup, je vais présenter les différents scénarios. Donc avant toute chose, hein, pour rappeler le contexte, en 2021, donc cet été, voilà, nous avons échangé avec la direction de la mer, le CRT Occitanie, Iris Interactive, concernant ce dispositif. Et voilà, nous avons décidé de le présenter lors de l'atelier régional annuel Pavillon Bleu qui s'est tenu le jeudi 7 octobre. Alors pourquoi? Parce que pendant nos échanges, hein, que ce soit pendant les échanges de cet été ou l'atelier régional, nous avons constaté en fait qu'il y avait des enjeux et des intérêts à ce dispositif, que ça soit au niveau donc, de la demande, la recherche d'informations qui est faite par les usagers pour les informations utiles du type météo, température, couleur du drapeau, que ça soit aussi pour la sécurisation. Comme Ludivine l'indiquait tout à l'heure, il y a un système d'alerte qui est possible, qui donc permet de gérer les événements. Également, la gestion des flux de surfréquentation, parce qu'il y a également un item sur l'affluence en temps réel, donc qui permet d'ailleurs du coup d'irriguer vers des destinations un peu plus confidentielles. Voilà, les gens peuvent faire le choix soit d'aller sur une plage où il y a du monde, ou soit justement d'aller vers un lieu où il y a un peu moins de monde, une page qu'ils vont découvrir. Voilà, ce qui permet, et tout cela d'ailleurs permet finalement comment dire, d'être sûr, voilà, que le touriste sera satisfait parce qu'il aura toutes les informations en amont. Et voilà, et in fine, c'est également l'intérêt d'une visibilité sur un outil national. Voilà, parce que comme Ludivine l'expliquait, donc toutes les plages seront présentes sur l'APWA, maplage.info, enfin toutes les plages qui font partie du dispositif. Par rapport au scénario, donc il y a un premier scénario qui est envisagé. Donc c'est un engagement individualisé des destinations d'Occitanie. Donc par rapport aux actions, donc du coup les destinations s'engagent de manière individuelle au dispositif. Donc les contacts, les coordonnées d'Iris Interactive seront bien sûr dans le compte rendu et assurent une communication au niveau local voire départemental. Concernant Iris, donc, comme expliqué par Ludivine, il y a tout d'abord la mise à disposition de cette application métier qui est dédiée aux maîtres nageurs sauveteurs.
la formation, bien sûr, à l'utilisation de cette application, la présence sur la PWA nationale, maplage.info, et la mise à disposition du tableau de bord destiné aux collectivités. Et quant aux actions du CRT Occitanie, donc c'est cette mise en relation, hein, comme je l'expliquais, des acteurs avec Iris Interactive, donc par l'envoi des coordonnées d'Iris Interactive pour que vous puissiez les contacter, par ce webinaire là que nous sommes en train d'organiser. Et c'est aussi donc un appui en communication, des initiatives, donc des plages qui se sont engagées dans le dispositif avec, par exemple, une information dans la newsletter pro, voire dans la newsletter grand public. Voilà, un appui en communication. Dans le cas d'un deuxième scénario, alors attendez, ça ne bouge plus. Dans le cas d'un deuxième scénario, donc ce qui est grisé, c'est ce qui reste identique. Donc, les destinations s'engagent, quoi qu'il en soit, individuellement auprès d'Iris Interactive. Iris Interactive donc, propose, comme le scénario numéro 1, la mise à disposition de l'application, la formation, la présence sur la PWA nationale et le tableau de bord collectivité. En revanche, voilà, le CRT Occitanie, dans le cas de son scénario 2, et dont la condition est un nombre suffisant, bien sûr, de destinations réparties sur tout le territoire régional. Donc, dans le cadre de ce second scénario, le CRT Occitanie accompagnera le collectif et animera le réseau en organisant des temps d'échange avec les plages, avec les collectivités et OT qui souhaitent faire partie du dispositif et mettra en place, là, cette fois-ci, un réel plan de communication auprès des pros, mais surtout auprès du grand public pour que le grand public utilise cette fameuse PWA maplage.info. Voilà, une communication, que ce soit au niveau du site grand public du CRT, avec par exemple, on peut imaginer un encart sur la page d'accueil, que ce soit sur les réseaux sociaux par des posts sponsorisés, etc. Et ensuite, il y a une option à ce scénario 2 qui serait en fait de développer en marque blanche la PWA maplage.info Occitanie. Par contre, par rapport aux conditions, donc, ce sont les mêmes, à savoir l'engagement d'un réseau de destination suffisamment représentatif. Et cette PWA maplage.info Occitanie pourrait se mettre en place plutôt après un an d'expérimentation collective. En termes de calendrier, après échange avec Iris Interactive, donc la date butoir pour l'engagement du site, ça serait donc du coup le 15 mars. Pourquoi? Parce que comme vous pouvez le voir sur le calendrier, sur la flèche, donc cet été, c'était l'échange avec les parties prenantes. Octobre, atelier pavillon bleu. En décembre, donc aujourd'hui, le fameux webinaire de présentation. Et voilà, donc la formation en fait, des acteurs locaux se ferait entre mi-mars et avril afin d'assurer en fait d'être présent sur la PWA nationale qui doit a priori être mise en ligne en avril ou mai. D'où cette date butoir du 15 mars. Donc, attendez, quelqu'un qui rentre. Du coup, nous, ce que nous allons faire, donc, hop. Du coup, voilà, ce que nous allons faire, après je vais laisser bien sûr la parole, c'est dans le mail compte rendu, vous intégrez donc un petit questionnaire pour les communes, les collectivités, les OT ou autres types d'organismes qui sont intéressés. Alors, est-ce que vous me voyez? Non, il y a un souci. On te voit, Marion. D'accord, parce que je voyais un écran noir. Donc dans le mail compte rendu, on intégrera tous les éléments, à savoir toutes les présentations qui ont été présentées, le replay bien sûr si vous souhaitez partager ce webinaire auprès de vos collaborateurs et ce questionnaire à compléter d'ici le 15 mars pour les plages qui sont intéressées d'être présentes sur cette application. J'attire, je me permets juste de compléter, Marion, effectivement, sur le volet de l'approche calendrier ou rétro-planning. Il est vrai que, et je le conçois complètement, qu'il y a une nécessité effectivement d'un temps de réflexion, d'un temps, je parlais des prérequis techniques tout à l'heure, de véritablement être bien en phase avec ça. Pourquoi est-ce qu'il y a une deadline, on va dire, à la mi-mars? C'est parce que derrière, il y a tout un travail relativement simple de paramétrage d'outils, mais le plus long, en tout cas, c'est une approche vraiment pédagogique, de se dire il faut que la collectivité, mais aussi que la collectivité puisse transmettre l'information Map Manager Software et s'assurer que finalement,
l'information passe et que la qualification de la donnée fasse, entre guillemets, partie d'une to-do list à faire de façon biquotidienne par les managers software. Et ça, c'est une approche pédagogique et c'est dans un rétro-planning faire tout ce travail de façon à ce que si l'ouverture des plages se fait pour les grands week-ends de mai ou se fait plutôt dans le courant juin, on est sûr que tout le monde est prêt et que la donnée sera collectée de façon claire pour cette période-là. Alors voilà, du coup, je vous invite à poser vos questions. Alors, soit en prenant la parole directement avec votre caméra, soit bien sûr, comme vous avez également la possibilité d'écrire pour ceux qui n'auraient pas de micro ou qui n'auraient pas envie de s'exprimer à l'oral. Je vois que Jérôme a une question, c'est ça? Oui, je veux bien. Levez la main aussi, parce qu'au fur et à mesure, on va pouvoir comme ça passer des questions aux autres. Jérôme, je te laisse la parole. Ok, je veux bien. Je vais poser. J'ai une question un peu directe à poser. En préambule, superbe appli. Voilà, dans l'air du temps, c'est le genre de choses dont on a besoin. Donc, bravo, merci à ceux qui portent et l'initiative et le discours et bienvenue à cette appli. Une question, les stations de littoral d'Occitanie, on a l'habitude de travailler ensemble sur un certain nombre de sujets. On est réunis au sein d'une coordination générale et donc sur certains sujets, on est apte les uns et les autres à prendre une décision à l'échelle du littoral Occitanie, d'accord, donc de Cerbère jusqu'au Grau du Roi. Il y a des sujets qu'on porte en commun. On porte de la communication via le journal des plages. On est en train de s'équiper avec l'aide du CRT, d'un outil d'observation touristique, etc. Bref, on a la capacité à prendre des décisions collectives et aller ensemble vers des opérations. Celle-là pourrait être une opération qui, évidemment, intéresserait tout le littoral Occitanie. Et on pourrait gagner du temps. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est j'ai regardé un peu tous les participants à la visio d'aujourd'hui. Il manque beaucoup de stations, mais c'est normal. On s'était un peu donné le mot. Il y en a qui ne peuvent pas être là, etc. Mais on va faire écho à votre présentation au sein de notre groupe et au sein du contrat de destination, puisque le littoral Occitanie s'organise aussi autour d'un contrat de destination. Bref, ma question est la suivante. J'ai envie de dire qu'on pourrait quasiment être en capacité, bien avant le mois de mars, de prendre une décision collective et de dire toutes les stations littorales d'Occitanie sont intéressées par l'appli. Auquel cas, c'est formidable à l'échelle du littoral Occitanie parce que ça, au niveau image, c'est évidemment valorisant. Ce ne sera pas un gruyère avec certaines stations équipées, d'autres non. On pourra communiquer à l'échelle du littoral Occitanie. Mais ma question est intéressée également. J'ai envie de dire que c'est une négociation collective sur les enjeux financiers. Chacun ne va pas payer 100%. Et c'est ce qu'on a fait. Avec l'outil d'observation, par exemple, on a travaillé avec des gens, G2A pour ne pas les citer, qui nous proposaient à chacune des stations, qui nous proposaient de nous équiper, de nous accompagner, etc. Dans la mesure où on achète un outil x20 à l'échelle du littoral Occitanie, ça nous met en capacité de renégocier un peu les tarifs collectifs. Donc, est-ce que la proposition qu'on avance collectivement vous semble intéressante et est-ce qu'il y a de la marge de manœuvre pour une négociation collective? La parole est Iris interactive, là, je crois. Je veux bien compléter aussi ce que dit Jérôme, parce que c'est une chose très intéressante, ce que tu viens de dire, et très positive, en tout cas, dans les perspectives que tu ouvres. Je vais répondre effectivement à une partie de la question sur le volet de la négociation, bien évidemment. On a, je suis honnête et transparente, on a tout intérêt pour que
le dispositif, alors ce n'est pas uniquement l'application, hein, on va dire le dispositif dans son intégralité, plus on aura de destinations littorales qui participeront, plus par exemple l'outil national maplage.info, il aura sa pertinence. Donc effectivement, ce qu'on avait pu évoquer hier avec Marion en préparant le contenu de cette réunion, c'était de se dire si on a, je n'ai pas de données chiffrées, mais effectivement si on a on va dire, une commande globale de plusieurs destinations, bien évidemment que charge à nous de revenir vers vous avec une proposition intéressante basée sur une offre négociée. Ça, on en a tout à fait conscience. Et j'ai aussi envie de dire sur la remarque que vous avez dit sur une absence de gruyère par rapport aux destinations littorales, effectivement, je trouve que ça a tout son sens pour l'utilisateur final. D'avoir une cohérence à l'échelle de la destination et de se dire, voilà, potentiellement, j'ai beaucoup d'influence sur cette plage qui fait partie de telle commune, mais on sait très bien que le visiteur, il n'a pas de frontières. Et si en plus, je peux constater qu'à 10 km, je ne suis plus sur la même commune, mais que la plage présente de meilleures conditions, si on a toutes ces données-là, ça veut dire qu'il y a plusieurs destinations qui sont rentrées dans le dispositif. Et c'est là aussi où, pour l'utilisateur final, ça a son intérêt. Donc oui, pour la partie effectivement d'une offre négociée sous réserve d'un certain volume effectivement de destination. Et pour ma part, je vous réponds que c'est tout à fait pertinent pour l'utilisateur d'avoir le dispositif à l'échelle d'une destination, c'est sûr. Parfait, merci beaucoup pour la réponse. Je serai votre interlocuteur via Sophie. Pour le moment, on va s'organiser comme ça, si tu en es d'accord, Sophie. J'ai une autre question, alors je vous prie de m'excuser parce que j'ai loupé les premières minutes et je ne sais pas si j'ai loupé cette information ou pas, mais il est évident qu'à l'échelle d'un littoral, si on s'équipe collectivement, c'est à la fois pour à la fois pour augmenter notre performance dans la prestation, c'est également pour communiquer sur cette performance et sur cette image. Et là, on va être rapidement sur la question des clientèles étrangères. Est-ce que l'appli, elle est adaptée aux clientèles étrangères? Alors, oui, le dispositif bénéficie effectivement, il y a deux choses. C'est à la fois je vais essayer de ne pas rentrer dans des termes techniques, en tout cas d'une solution qui permettra une traduction des contenus de façon automatique. Et à partir du moment où on veut enrichir notre dispositif de l'interfaçage, je parlais tout à l'heure des systèmes d'information touristique des destinations, c'est aussi pouvoir prendre en compte tout le travail de traduction qui a été fait dans les systèmes d'information touristique. Donc oui, là aussi, l'idée, c'est de pouvoir s'adresser aux clientèles étrangères. Merci. Donc, ça veut dire une traduction au moins en anglais, dès l'année 2022, pour être très concret? Oui, on est sur un outil de traduction. On a aujourd'hui un système de traduction automatique qui a été testé et qu'on utilise, nous, sur les sites et des destinations qu'on accompagne. Et donc, où il n'y a pas, si vous voulez, de deadline supplémentaire à prévoir. On est vraiment sur un outil de traduction automatique. Donc, il faut imaginer un switch d'une information. Ça, c'est dans le cadre de la PWA nationale, maplage.info, où effectivement les données seront traduites. Après, au niveau de l'intégration des données sur vos dispositifs web existants, on est sur quatre données primaires. Donc, effectivement, charge à nous de prévoir l'affichage de la traduction de ces 4 données, mais on est bien sur un affichage de drapeau de couleur et puis la notion de la température de l'eau, effectivement. Donc, voilà. Mais l'idée, en tout cas, c'est de le prévoir, et à minima en anglais, effectivement. Alors moi, merci beaucoup, Géraud, parce que c'est vrai que c'est une perspective très constructive, ce que tu viens d'offrir, entre guillemets. Hein, et donc, moi, je suis à ta disposition pour aider à avancer dans ce cadre-là. C'est vrai qu'on a un cadre littoral avec des dynamiques, et notamment des dynamiques comme la tienne, peuvent permettre effectivement d'avoir une option d'une forte visibilité. Et c'est ce qui est intéressant, c'est d'avoir une visibilité à l'échelle régionale. Du coup, peut-être que ça vaudra le coup de se pencher un peu plus rapidement sur l'idée, mais à vous soumettre, hein, dans le questionnaire notamment, d'intérêt d'une marque blanche, Occitanie, parce que là, s'il y a un effort remarquable qui est fait comme ça, une unité, donc moi, je pense que ça vaudra peut-être le coup de renforcer la mise en avant, hein, à voir si ça vous intéresse.
Et autre chose aussi, c'est que je ne veux pas qu'une partie de nos participants qui sont là aussi aujourd'hui, qui sont des zones intérieures, se sentent à part, puisqu'effectivement, à la fois bénéficions, tant mieux, de la capacité du littoral à s'organiser dans cet ensemble. Mais par contre, effectivement, bien sûr, ce qu'on souhaite, c'est que les baignades intérieures puissent en bénéficier aussi, puissent nous rejoindre, dans la mesure où ça répond aussi à des problématiques peut-être moins fortes sur les affluences, mais quand même en termes dans des temporalités de forte haute saison, je pense que vous avez ces problématiques-là aussi sur bien des sites. Et donc, pour vous dire que ce dispositif, ça nous intéresse aussi de voir s'il peut s'adapter et s'il peut vous intéresser sur ces sites-là. Mais peut-être qu'on peut vous laisser la parole d'ailleurs, parce que je sais qu'il y a des sites intérieurs qui sont là aussi. Je ne vois pas Relou qui est pas loin. Mais si vous souhaitez vous exprimer par rapport à ça. Bonjour. Pour le lac de Castres-Verdisant dans le Gers. Pas tant, intéressé, oui, pourquoi pas a priori. Il faut qu'on transmette l'information en interne. Mais on m'avait plutôt suggéré de participer à cette présentation. Juste poser une question dans le chat par rapport au rétroplanning, où en général les MNS, sauf exception, ils sont plutôt recrutés en mai-juin pour une ouverture du site juillet-août. Voilà, donc c'est un petit site, mais éventuellement, est-ce que intégrer le dispositif après avril, c'est possible? Bonjour Sabine. Effectivement, c'est possible. Quand on parle d'une deadline au 15 mars, c'est pour que, techniquement, ce n'est pas pour nous. C'est plutôt, comme je le disais, pour que la collectivité puisse s'organiser. Effectivement, après, chaque territoire est différent. Les zones d'expérimentation avec lesquelles on a travaillé sur l'été 2021, très clairement, les recrutements et les formations des maîtres nageurs sauveteurs se sont faits sur fin avril pour que début mai, tout soit hyper opérationnel. Donc, j'ai envie de dire, il faut que la collectivité se laisse le temps nécessaire pour que l'information passe, pour que la formation passe et pour que ça puisse être pleinement opérationnel et utilisé par tous. En tout cas, ce n'est pas une contrainte technique de notre part, puisque les paramétrages sont relativement simples à faire. C'est plutôt côté organisation de la collectivité. Alors, peut-être une deuxième question et dernière, et qui doit concerner d'autres lieux, peut-être même pas que les lieux intérieurs. Nous, effectivement, en juillet-août, il se peut que pour raison météo, mais sans danger particulier, juste il ne fait pas beau, on n'a pas envie d'aller se baigner, donc c'est pas rentable d'ouvrir le lac, ou autre argument. C'est nous, en tant que conseillers en séjour, qui appelons le lac, savoir s'il est bien ouvert ou pas. Du coup, est-ce que l'ouverture du site peut ou pourrait faire partie des infos primaires demandées au MNS ou pas, pour éviter justement cet appel, pas quotidien, mais qu'on est amené à faire en situation d'accueil le jour J si la météo n'est pas top, quoi. C'est ce qu'on a inclus dans ce que j'ai appelé tout à l'heure des messages d'alerte. C'est-à-dire que que ça soit en tout début de journée, que ce soit le responsable du site ou le MNS, ça peut tout à fait venir attribuer un titre, un court texte, une date, une heure. Et le message d'alerte est diffusé soit sur les dispositifs digitaux qui intègrent la donnée, soit sur la Progressive Web App nationale, de manière à ce que l'info remonte. Donc ça fait très clairement partie des sujets qui peuvent être pris en compte dans les messages d'alerte. Ok, merci. Oui, j'ai vu une main se lever, oui. Il y en a plusieurs. Antoinette. Antoinette Lapôtre. Pour le Lot. Voilà, donc nous, on est sur les eaux intérieures. Donc, on a quand même un certain nombre de baignades parce qu'on a 24 baignades. Elles ne sont pas toutes surveillées, mais ça en fait quand même 14 qui vont être concernées. J'ai vu que l'ADT était là aussi aujourd'hui. Donc, ça montre bien tout l'intérêt que l'on a pour ce genre de dispositif. Nous, on ne part pas de rien parce qu'on a déjà mis en place un certain nombre de choses.
Donc, le seul souci qu'on va avoir, c'est que tout ça, ça s'harmonise et que ça ne fasse pas doublon. Mais je pense qu'on a tout intérêt à essayer d'intégrer le dispositif. Ça peut être que bénéfique. On a aussi ce souci d'affluence des fois sur certains sites et de gérer un peu les flux. Donc, ça fait partie des discussions avec l'ADT en ce moment. Donc, je pense qu'on va vraiment dans le bon sens. Le principal frein pour le département, je sais très bien que ça va être financier parce qu'on n'a pas du tout les mêmes enjeux que sur le littoral et ni les mêmes moyens. Donc, voilà, ça va être le seul frein, je pense, que l'on va rencontrer dans notre département, quoi. Voilà, pour ma contribution. Si tu veux compléter, Marie-Annick. Marie-Annick. Non, peut-être Iris Interactive, Ludivine, tu as peut-être une réponse à ça? J'ai rien à compléter pour le oui. vote. Oui. C'est vrai que nous, on est vraiment, même si on est un petit département, on est quand même concerné sur des problèmes d'affluence sur certains lieux sensibles, donc la baignade ou même des espaces de randonnée. Donc, cette information sur l'affluence est quand même assez intéressante. Après, nous, on se calera par rapport à ce que fait le CIDED qui a déjà des widgets en place sur la qualité des eaux qu'on intègre déjà sur notre site internet de destination touristique. Donc, effectivement, l'idée, ce serait que ce soit complémentaire. Et voilà, parce qu'il y a déjà des infos importantes. Et après, peut-être de la diffusion beaucoup plus large aussi par les prestataires, les hébergeurs et les offices de tourisme. Très clairement, effectivement, merci en tout cas de vos contributions respectives. L'idée, effectivement, c'est très clairement de venir s'intégrer dans des outils existants et d'apporter donc une donnée complémentaire. Si vous disposez déjà d'outils et que vous avez déjà une partie de la donnée, c'est de venir enrichir avec une donnée complémentaire pour apporter un service, on va dire, supplémentaire là-dessus. Après, sur l'approche, ce que vous avez évoqué, Antoinette, concernant effectivement l'approche budgétaire, je parle effectivement, je reprends la demande de tout à l'heure et l'idée d'une commande qui puisse être groupée pour essayer d'optimiser au maximum, je parle pour la collecte de la donnée en tout cas, ce volet-là. Là encore, on a essayé d'être le plus… en termes de collecteur, on a fait en tout cas un effort sur le modèle économique parce que de toute façon, la donnée, on en a besoin pour que le dispositif ait tout son sens. Il faut que des gens collectent de la donnée et que la donnée remonte. Donc, c'est une mécanique et de ce côté-là, ça nous semble logique. Et on essaiera de répondre de la meilleure façon possible pour accompagner cette commande Occitanie, c'est sûr. Moi, j'avais des questions, effectivement, parce que par rapport à cet intérêt aussi de s'organiser en action collective, c'est que la mise en visibilité, quand même, ça mérite et ça pourra déclencher une mise en visibilité plus appuyée. Moi, je pense, par exemple, au-delà de la communication sur l'opération en tant que telle, hein, du lancement de l'action, mais sur les sites Internet où on a effectivement toutes les pages qui renseignent sur les plages et de pouvoir signaler celles qui disposent de ce dispositif pour renseigner les clientèles et effectivement d'aider à la connaissance et à l'usage. Donc, je pense qu'effectivement, là, il y aura une matière à vraiment multiplier du coup aussi l'audience par rapport à Iris Interactive. Moi, j'ai envie de vous poser la question, Ludivine, c'est depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, est-ce qu'il y a d'autres déclenchements de territoire? Je voudrais savoir s'il y a de la concurrence en ligne par rapport pour s'intéresser, par exemple. Est-ce que vous avez des choses aussi intéressantes qu'un développement en Occitanie, par exemple? On a, là aussi, en toute transparence, on a présenté le dispositif à d'autres destinations, que ce soit littorales ou même intérieures, pour des grands lacs, où il y avait un intérêt, effectivement. Aujourd'hui, on en est à un stade de prise d'information, parce que, comme tout à chacun, c'est une phase de réflexion avant de pouvoir prendre
pouvoir prendre une décision. Là, ce qui me fait en tout cas plaisir cet après-midi, c'est qu'il y a une volonté d'action collective et ça, je trouve ça en tout cas très pertinent puisque j'ai souvent eu, alors plutôt sur l'année dernière qui était plutôt sur une phase d'expérimentation des initiatives plutôt locales à l'échelle d'un pays ou d'une communauté de communes. Là, pour le coup, on est sur un très vaste territoire. Je trouve qu'il y a je reprends les paroles de monsieur tout à l'heure qui disait qu'on a vraiment une cohérence pour le visiteur. Je trouve que effectivement, c'est la démarche. Donc, en toute transparence, on en est à une phase de prise d'information, de communication autour du dispositif. Après, là aussi, pour que le dispositif national plage.info ait tout son sens, plus il y aura de données, il y aura de destinations qui vont participer, qu'elles soient à l'échelle de votre région et même on va dire de destinations complémentaires, plus l'outil aura tout son sens et surtout plus il pourra être, plus la communication pourra se faire plus facilement autour du dispositif, c'est sûr. Maintenant, je rebondis sur ce que vous disiez par rapport à un kit de communication ou à des actions de communication. Effectivement, c'est déjà pouvoir avoir une très bonne communication en interne pour renseigner. On sait très bien que ce sont les conseillers en séjour aussi qui, on va dire physiquement, donnent l'information sur ces données-là. Donc, il faut à minima qu'il y ait une communication interne pour que toutes les équipes des offices de tourisme qui sont amenés à avoir le visiteur en front puissent leur donner l'information et que ce soit une information fiable et qualifiée. Et puis après, effectivement, nous, on a quelques outils de kits de communication qu'on souhaite, on va dire, enrichir pour la saison 2022 et qu'on vous proposera et qui sont cochartés, si je puis dire, qui ne sont pas uniquement maplage.info, mais aussi aux couleurs de la destination, pour faire connaître le dispositif, pour dire que sur le site, on a telle donnée. Et puis ensuite, j'imagine bien que vous tous, là présents, vous avez une présence sur des sites web, sur des réseaux sociaux et que vous pouvez aussi, à titre individuel, communiquer sur ça. Donc, voilà. Ouais, je pense que sur les réseaux sociaux, ça va être très important pour effectivement donner comment dire, pour la dynamique de chargement de l'appli en fait par les visiteurs ou par les potentiels visiteurs. Très clairement, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Il n'y a pas de téléchargement en tant que tel, puisque c'est pour ça qu'on appelle ça une progressive web app nationale ou régionale, c'est une progressive web app Occitanie. Mais il n'y a pas d'action, c'est pour ça qu'on l'a voulu ainsi, mais il n'y a pas d'action de téléchargement. Ce n'est pas une application, donc vous n'avez pas une obligation d'aller sur, je ne fais plus pour personne, mais de l'Apple Store ou sur Google Play pour télécharger une application. C'est vraiment dans un navigateur où je vais pouvoir accéder à l'outil, quitte à mettre le petit, il y a une petite manip pour faire un raccourci depuis l'écran d'accueil, mais en tout cas, l'intérêt d'une progressive web app, c'est d'être à la fois accessible depuis un navigateur, donc pas de conditions au téléchargement pour l'utilisateur, avec l'ergonomie d'une application pour que ça soit facile à utiliser. Et puis, pour la destination, il n'y a pas de coût parce que le problème d'application, c'est dès que vous faites des développements ou des évolutions, il y a des coûts à régler, ce qui n'est pas le cas par rapport à un navigateur. Voilà. Il n'y a pas de frein au téléchargement, en tout cas, c'était ce qu'on souhaitait. Est-ce qu'il y a d'autres interventions et d'autres questions? Alors, je ne vois pas de main là pour l'instant. Dans les commentaires non plus. Peut-être qu'on peut parler du calendrier, du coup, effectivement, de la façon dont ça peut se passer maintenant, globalement. Sur la base du calendrier que Marion a pu présenter tout à l'heure dans sa slide, effectivement, on a indiqué une date butoir. Après, effectivement, je vous laisse en termes soit d'action collective, soit d'organisation voir, et puis ensuite revenir vers moi en fonction de ce qui aura été déterminé, soit via cette action collective, soit de manière individuelle. Je ne sais pas comment vous souhaitez procéder, mais en tout cas, voilà, je resterai l'interlocutrice en essayant que tout ça puisse se mettre en place, on va dire, sur le premier trimestre.
Voilà. Mais Voilà. je vous laisse la parole pour le reste. On a bien compris qu'à mi-mars, vous devez avoir quand même une réponse Ouais. globalement d'engagement potentiel. Pour cet engagement potentiel, je ne vais pas faire un peu du berger à la bergère, mais c'est vrai qu'il nous faudra avoir, je dirais entre guillemets, une proposition de votre part sur cette dimension collective, hein, qui soit adaptée à cette dimension collective qui se dessine. Parce que c'est vrai que ça changerait la donne aussi. Ça nous permettra peut-être plus facilement d'arriver à cette échelle d'engagement et de voir comment chacun, au niveau territorial, au niveau régional, au niveau des stations, peut-être au niveau département, peut amener sa pierre à l'édifice. Et Marion, comment tu le vois d'ici mi-mars, toi, de ton côté ? Voilà, en fait, juste par rapport à la date du 15 mars, on avait déterminé cette date avec Ludivine, parce que aussi du côté, donc pour laisser le temps aux collectivités de former les MNS, enfin un risque interactif de former les MNS, mais aussi pour nous le CRT, de savoir si on partait sur le scénario 1 ou le scénario 2. Parce que dans le cas du scénario 2, donc il y aurait effectivement ces temps d'échange à mettre en place par le CRT, il y aurait aussi la communication à anticiper pour l'été. D'où, voilà, ce serait bien effectivement qu'au 15 mars, on sache si c'est vraiment une action à dimension collective régionale. Par rapport aux éléments, dans tous les cas, la semaine prochaine, vous recevrez donc le mail avec les présentations, le replay du webinaire pour, si besoin, de le diffuser auprès de vos collègues, collaborateurs. Et voilà, la possibilité, bien sûr, de nous contacter pour poser des questions jusqu'au jeudi 23. Après, voilà, je pense que les gens seront en congé. C'est pour ça qu'on a quand même laissé au 15 mars. Ce qu'on peut imaginer, du coup, c'est peut-être avant de cette deadline définitive, peut-être de prévoir des échanges, si vous le souhaitez, avec peut-être des collectifs. Jérôme, je ne sais pas dans ton calendrier comment tu envisages cette possibilité de mise en dynamique sur le littoral, par exemple. Alors, on va avoir des échanges entre nous avant Noël, donc dans les jours qui arrivent, en début de semaine prochaine. Et on se voit, on ne sait pas encore si ce sera en présentiel ou en visio, les stations, on se voit deuxième quinzaine de janvier. Moi, j'ai envie de dire qu'il me faut l'information, peut-être que effectivement le contenu de la visio d'aujourd'hui, mais surtout les documents que j'ai vus présenter tout à l'heure, il me les faut le plus rapidement possible pour que je puisse les partager avec le reste des stations. Il me faut surtout de la part d'Interactive une première proposition qui arrive. Ne perdons pas trop de temps, il faut aller à l'essentiel, hein, je me permets de le dire, hein, parce que si on est en train de dire il faut décider vite, etc., donc il n'y a rien de plus détestable que les négociations qui traînent en longueur. Enfin, il ne faut pas qu'on s'installe dans des discussions de marchands de tapis. Moi, je vous fais une offre, et je répète entre guillemets quand même, les collègues ne sont pas encore informés, mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils seront tous informés, tous intéressés, et d'autant plus intéressés que l'action est collective. Donc, faites-nous une offre rapidement, et moi, je m'engage à la porter entre ici et le 10 janvier pour apporter une première réponse de principe courant janvier. Voilà, à la mi-janvier à peu près. Ok. Ce qui nous permettrait de la faire connaître au site intérieur aussi, dans la foulée. Parce qu'effectivement, les stations littorales vont nous permettre d'accéder à cette dimension collective de grande échelle, hein, si je peux me permettre, que personne ne le prenne mal, mais ça peut nous permettre justement de faciliter les choses pour les destinations d'intérieur qui ont moins de moyens, mais qui représentent un enjeu pour les visiteurs aussi. Et dans ce cas-là, de bénéficier de cette dynamique, Jérôme. Mais bien sûr, ce n'est pas à moi de le dire parce que je ne sais pas. Donc, je m'excuse par avance pour mes collègues. On a l'air d'être des gros monstres qui avancent ensemble et ça fait une force de frappe qui est importante et qui est inconfortable à certains moments, qui est confortable à d'autres. Là, en l'occurrence, mais ça peut être très bien, mais je me permets pas d'embarquer qui que ce soit d'autre que le groupe littoral là-dedans. Et j'ai conscience que ça peut créer un petit différentiel. Et quelque part, à la fin, ça risque d'être un peu
pardon, entre guillemets, injuste si au final le Cap d'Agde, Argelès ou la Grande Motte paye paye le service moins cher que Parelou. Enfin, bien sûr, ça a quelque chose d'injuste, mais je ne suis pas le bon interlocuteur là pour intervenir. Donc, merci de prendre la parole sur ce sujet, Sophie. Non, moi je te remercie parce que c'est vrai que tu ouvres une porte très grande ouverte justement sur une échelle d'emblée. C'est une marche énorme si les stations littorales s'embarquent ensemble, c'est au lieu de monter une marche, là c'est un étage, et qui peut bénéficier à tous et qui peut nous permettre effectivement de faire ce phénomène de tache d'huile. Alors l'autre jour, on m'a reproché l'expression, je suis désolée pour la tache d'huile, mais c'est au sens très positif, c'est de l'huile d'olive première qualité, mais effectivement, et de donner la possibilité d'accéder à des sites qui ne pourraient peut-être pas autrement. Donc non, c'est très positif et c'est comme ça que je le prends. Et donc pour rapport à Iris, c'est de dire effectivement que sur cette base-là, ça nous permet d'ouvrir largement à cette échelle régionale, derrière laquelle nous aussi, il faut qu'on se pose des questions et qu'on va poser en interne pour faire des propositions sur la mise en visibilité. Voilà, donc toutes les questions se posent. Mais on peut se les poser et échanger dessus aussi avec vos avis, marque blanche ou pas marque blanche, un plan de communication réseaux sociaux. Je pense qu'il faut un plan de communication qui est lié à ça. Si on s'embarque régionalement, il faut le faire. Donc, comment on le prévoit? Qu'est-ce qu'on fait comme proposition? Ce plan de communication, il faut qu'il soit partagé aux différentes échelles, bien sûr. Je ne doute pas qu'un certain nombre de départements seront intéressés aussi par valoriser à ce moment-là une telle initiative. Il y en a quelques-uns qui sont avec nous et c'est vrai que ça peut être intéressant si d'autres souhaitent s'exprimer. Hein. Il y a l'Hérault, il y a les Pyrénées-Orientales qui sont là. Et puis partager avec les stations. Et on peut faire un vrai effet d'ensemble. Moi, je pense que ça peut être très intéressant. Donc, nous aussi, on va y travailler pour faire des propositions par rapport à ça. Et c'est vrai que ça peut être, honnêtement, on n'est pas dans la négociation, mais un bon coup de boost aussi pour le démarrage de cette application grand public. On sera ravis, mais voilà, il faut que tout le monde s'y retrouve, y mette un peu sa pierre à l'édifice, et c'est tout à fait ça. Si on le fait simplement, effectivement, et en quelques semaines, je suis persuadée qu'on peut le faire, de bonne loi, là, je pense qu'on peut bien préparer les choses d'ici la saison. On est vraiment très bien dans les temps, là, il me semble. Tout à fait. Alors, Sophie, en ce qui nous concerne, la marque blanche, c'est évidemment Côte d'Occitanie. Voilà. C'est officiel ou c'est pas officiel? C'est pas officiel, mais nous, on porte la marque Côte d'Occitanie. C'est pas grave si le CRT et la région mettent du temps à se décider sur la marque. Je ne parle pas pour le CRT pour la région, je parle pour l'ensemble des stations du littoral. Pour l'instant, quand on agit collectivement, on agit sous la marque Côte d'Occitanie. Bon, voilà, on a le temps de... Joker. Je vais appeler ma direction pour lui demander ce que je dois dire. Mais en tout cas, l'important, je pense que c'est effectivement qu'on puisse faire une action collective qui embarque tout le monde et qui laisse personne de côté sur ceux qui souhaiteraient le faire. Et dans des conditions facilitantes, bien sûr, grâce à la force de négociation de nos amis du littoral. Voilà, et juste pour, du coup, par rapport aux documents, hein, quoi qu'il en soit, demain, j'enverrai les PowerPoint, toutes les présentations donc, à l'ensemble des inscrits. Et voilà, et je verrai avec mes collègues si c'est possible aussi, dans un temps restreint, du coup, d'avoir le replay avec voilà, tous nos échanges. Mais dans tous les cas, j'enverrai les présentations, du coup, dès demain, que ce soit celle du CRT ou celle d'Iris Interactive. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense notamment à nos amis d'autres départements, des ADT, CDT qui sont là et pour savoir comment ils ressentent ce dispositif. Moi, Sophie, bonjour, c'est Olivier à Toreil. Bonjour à tout le monde. Olivier. J'avais une question côté, on va dire, diffuseur de la donnée. Hors, on va dire, collectivité ou office de tourisme. Savoir, et c'est une question pour Iris Interactive, savoir sur les territoires expérimentés, comment ça s'est passé vis-à-vis, par exemple, des hébergeurs, des restaurateurs. Alors, est-ce que, comme c'était une expérience, c'était plus ou moins gratuit, ou est-ce qu'il y a une réticence à payer, on va dire, un forfait mensuel pour cette data? Il n'y a pas eu de réticence, tout simplement parce qu'on était sur des territoires d'expérimentation et que à ce titre-là, finalement, les
territoires se sont penchés à fond sur l'expérimentation, mais n'ont pas cherché pour cette année à communiquer auprès de leurs sociopros, parce que je pense qu'ils voulaient tester déjà pour eux comment ça fonctionnait. Après, effectivement, sur le territoire de l'île d'Oléron, par exemple, on a fait un petit webinaire, mais on était déjà en début de saison avec un contexte qui était un petit peu compliqué, puisque la réouverture de sites et de certains prestataires d'activités faisait qu'ils se concentraient, et c'était tout à fait normal, sur leur cœur de métier, qu'il fallait relancer leur activité plutôt que sur un outil nouveau. Donc honnêtement, on attend de cette année en tout cas que ça puisse se dispatcher. Pour le coup, les 2 territoires d'expérimentation étaient, eux, sur des territoires où il y a il y a une offre très large d'hôtellerie de plein air, et je pense qu'ils vont prioriser les acteurs de l'hôtellerie de plein air pour de la remontée de ces informations sur des écrans d'accueil ou des choses comme ça. Mais en toute transparence, sur l'année 2021 en tout cas, on est vraiment resté en contact direct avec la destination touristique et la collectivité, et peu avec les sociopros. Bon, je ne vois plus de mains qui se lèvent. Est-ce qu'on a assez laissé la parole? Oui, avec plaisir. Juste, moi, je voulais rebondir sur justement cette idée de ce joli projet. Je trouve qu'il est très opérationnel, qu'il est très au goût du jour. Et du département de l'Hérault, on se fera vraiment relais de communication pour que cette appli soit connue et utilisée à l'échelle de l'Hérault, quoi. Vraiment, voilà. Donc, je vais remonter toutes ces informations au niveau de l'ADT pour qu'on voit comment on peut l'intégrer sur nos outils digitaux quand ce sera opérationnel. Tout à fait. Merci, oui, ce sera important. Ben, merci beaucoup. Parce que c'est vrai que voilà, quand l'ADT de l'Hérault effectivement s'engage aussi, ça a un certain poids et sur la réussite de la chose sur ce territoire. Je n'ose pas obliger. Les Pyrénées-Orientales sont avec nous, je crois, mais je ne sais pas si pour vous avez déjà des réactions. On a une question, Sophie, sinon, oui. De Loté de Parelou, qui demande: l'engagement financier est-il sur toute une année ou seulement sur la période d'exploitation des plages? Il est sur toute une année, parce que, comme je l'expliquais, alors même si les modèles économiques que j'ai pu vous montrer pour notamment les structures qui souhaitaient diffuser la donnée, où c'était des prix mensuels, on est parti sur un engagement sur une année, parce qu'au-delà des données qui sont collectées par les maîtres nageurs sauveteurs, la donnée est aussi enrichie par la météo de l'air pour les destinations qui sont concernées par la donnée marée, ce qui implique qu'une destination littorale, un office de tourisme littoral n'a pas besoin de souscrire à une solution de gestion de marée, mais peut bénéficier via l'abonnement maplage.info de la donnée marée, que ce soit les horaires, les coefficients et choses comme ça. Et ensuite, pas mal d'informations liées au webcam et de la remontée d'informations. D'où la présence et la remontée de ces données sur toute une année, et pas uniquement sur la période de surveillance des plages. Après, on a fait ce modèle d'abonnement qui peut se grader ou s'adapter, parce qu'on sait très bien qu'on a sur les outils digitaux on va dire une influence qui est plus importante pendant la période de surveillance des plages, c'est sûr. Moi, j'ai envie de poser une question peut-être un peu naïve. Je vois que sur la slide, moi, j'ai pu le réouvrir, donc c'est un peu injuste vis-à-vis des autres, mais j'ai réouvert la slide sur un exemple de coût. Une collectivité qui dispose de 10 postes de secours. Il y a des frais d'installation pour la première année qui ne sont que la première année, 990 € hors taxe, et puis 120 € hors taxe pour 10 postes, par poste de secours. Voilà. Ça veut dire qu'en fait, il y a moins de 10 postes de secours, parce que je pense par exemple à l'exemple du Lot tout à l'heure. Antoinette Lapote nous disait qu'elle avait 14 plages concernées. Donc, est-ce que ça correspond à 14 postes de secours, Antoinette, par exemple? Et j'essaie de faire une projection, si ça vaut le coup finalement d'être aussi sur cette
voilà, c'est d'être en groupe au niveau départemental pour certains départements sur les plages intérieures. Mais oui, c'est ça, parce qu'en fait, nous, c'est une plage par commune, en fait. Donc, nous, au niveau du département, on apporte une assistance technique aux responsables de baignade. Donc, c'est nous qui leur donnons des recommandations de gestion et une prévision sur la qualité de l'eau. Et on pilote aussi les outils de communication qui sont déjà existants. Donc, on a un site internet et on a des widgets qui sont justement relayés sur l'ADT. Donc, oui, moi, je pense pas que l'idéal, ce serait que chaque responsable adhère à Interactive. Moi, je le vois vraiment à l'échelle du département s'intégrer dans cette démarche régionale, quoi. D'accord. Donc, effectivement, est-ce qu'on multiplie les coûts ou pas Disons que, enfin, moi, ma réponse est plutôt d'ordre en dehors, effectivement, de la proposition qu'on va pouvoir transmettre, on va dire, dans cette démarche collective. Pourquoi on a mis un prix par poste de secours, enfin un prix à l'abonnement par poste de secours, c'est tout simplement technique. On a sur notre tableau de bord, on a des profils collectivités et ensuite on a des profils par poste de secours, parce que bien souvent on a pu échanger avec des destinations où des plages immenses faisaient l'objet de 2-3 postes de secours et donc à chaque fois des relevés qui étaient différents en termes de données. Donc, c'est, si vous voulez, un abonnement égale un poste de secours égale, on va dire, une source de données entrantes pour l'application métier. Voilà, c'est comme ça qu'on a essayé de fonctionner. Après, effectivement, je pense que dans le cadre de la proposition qu'on pourra faire, c'est effectivement d'établir, de voir en termes ne serait-ce que des coûts d'installation, comment on peut les optimiser, ou enfin en tout cas essayer d'être le plus rationnel possible sur cette proposition-là. D'accord. Bon, voilà, merci oui, de prendre en compte ces deux cas de figure qui sont très différents. Et... Oui, c'est des organisations différentes, on en a bien conscience en tout cas. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, Marion, je te propose effectivement de nous donner voilà, les prochaines étapes. En dehors de celles que Jérôme a précisées tout à l'heure, qui vont être importantes. Donc, première étape, tu envoies ce questionnaire, c'est ça, avec la présentation à tout le monde? Voilà, alors je vais envoyer donc le mail avec toutes les présentations, si possible le replay. Donc, ça sera envoyé demain pour les personnes qui ont besoin de communiquer auprès de leurs collègues dès la semaine prochaine. Voilà, on échangera en termes de délai, Sophie, par rapport à une date. Donc voilà, vous pourrez déjà pré-compléter, je pense, un questionnaire. Après, voilà, donc les prochaines étapes, elles sont encore à imaginer par rapport à, du coup, à ce qui vient de se passer dans cette réunion. Quoi qu'il en soit, vous aurez les éléments demain. Voilà, donc déjà pour une manifestation d'intérêt, voilà, et après, bon, on sait déjà qu'on a je dirais, une belle capacité collective et parallèlement, assez rapidement, peut-être d'avoir une proposition de votre part, Iris. C'est aussi voilà, ce que je me suis noté, en tout cas, dans les premiers jours de janvier, de pouvoir vous transmettre une proposition qui est bien sûr à affiner, puisque c'est compliqué aussi d'imaginer, on fera sûrement des paliers en fonction du nombre de collectivités qui peuvent s'intégrer effectivement dans la proposition. Peut-être qu'il y aura en tout cas, Sophie Marion, je vous adresserai cela et puis ça fera peut-être l'objet d'aller-retour, etc. Mais j'ai bien noté qu'il y avait en tout cas des réunions collectives qui étaient existantes sur la deuxième quinzaine de janvier. Donc l'idée, c'est effectivement, on va dire sur la première quinzaine de janvier, de pouvoir faire ces allers-retours et de matérialiser cette proposition pour pouvoir la soumettre. Et puis ensuite, voilà, on voit un petit peu le suivi là-dessus. Jérôme, ça convient si on a une proposition affinée mi-janvier, par exemple? C'est parfait. Dans le timing, c'est parfait. Super. Voilà, il faut que la proposition soit affinée en fonction de ce qu'a pu dire les questions qu'a posées Lidvine. Enfin, nous, ce qui va nous convenir, c'est un prix, bien sûr. Mais je pense qu'il va falloir aussi que le prix soit organisé de façon à ce qu'il soit compris par tout le monde. C'était pas mal que la question soit posée des 12 mois
parce que sinon, on va avoir l'impression de prendre un abonnement chez SFR et où on est embarqué pendant 2 ans, on n'a pas trop le choix. Et il y a des mois où on n'utilise pas le téléphone. Donc là, il y a des fois où l'appli, elle ne va pas être utile. Et d'autant qu'on va être lié à la collecte de l'information. Et la collecte de l'information, ça va être les gens qui sont présents sur les plages qui vont nous faire… Mais il y a des moments où ils ne sont pas là. Donc ça va être plus compliqué. Bref, ce n'est pas maintenant que je veux discuter de ça, mais évidemment, il va falloir qu'il y ait une espèce d'intelligence globale dans la façon dont ce sera expliqué et proposé. Mais ça va très très bien. Ça va très très bien. À la mi-janvier, c'est parfait pour nous. Parfait. Bon. Bah, écoutez, on vous transmet très vite toutes ces données. Mais merci beaucoup pour vos participations à tous et puis votre intérêt et vos interventions. On va essayer, j'ai l'impression que oui, il y a un fort intérêt. On va tout faire avec Marion pour essayer d'aboutir. Et Jérôme, moi, je suis à ta disposition aussi pour t'aider, notamment si besoin est, pour que tu puisses déjà réaliser ce premier échange avec ton réseau. Parfait, entendu. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Et bonnes fêtes à tout le monde. Passez de bons moments en fin d'année quand même, parce qu'on l'a tous mérité, je crois. C'est ça, beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Bonne fête à tous. Au revoir.